Merci de l'invitation. Alors, c'était vraiment un plaisir de venir aujourd'hui vous présenter le fruit de notre travail en toute humilité parce que il faut faire preuve d'humilité face à cette nouvelle réalité-là. La présentation devrait durer environ 45 minutes. Puis il y aura une période de questions ensuite. Alors d'abord, une première introduction toute courte, une présentation des Auberges du Cœur, le contexte de la démarche de réflexion éthique qu'on a entamée, la réflexion éthique elle-même, qu'est-ce qu'on a fait, le rapport que vous avez dans votre pochette. Donc, je vais vous présenter les principales, les recommandations qu'on a faites je vais vous parler des étapes qui restent à venir et une petite conclusion. Donc, en introduction, c'est cette citation de Fabien de Guise, le journaliste du Devoir, qui avait écrit un article sur « Peut-on être l'ami de son prof dans le cyberespace ?» Et il avait écrit « Il paraît que c'est normal en période d'innovation, la technologie a une courbe d'adoption par les humains généralement plus rapide que la courbe de réflexion sur ses conséquences et surtout sur la portée réelle de ces outils. » Je dirais que c'est comme ça que ça s'est vécu dans les Auberges du Cœur, l'arrivée de Facebook dans notre monde. Les Auberges du Cœur, je vais pouvoir le décrire un peu plus tout à l'heure, mais pourquoi les Auberges du Cœur, les médias sociaux et les jeunes étaient-ils un mariage quasi obligé? Bien, les Auberges du Cœur, ce sont des maisons d'hébergement pour les jeunes en difficulté et sans-abri. Les médias sociaux, c'est pas juste une affaire de jeunes. Madame Ducé-Friot nous l'a bien présenté hier. Il y a le rapport, entre autres, sur la génération C, qui est fort intéressant, mais démontre quand même que les jeunes sont les principaux, les plus grands utilisateurs de Facebook. Et cette petite courbe qui avait été présentée dans l'engouement pour les médias sociaux, un net tendance de 2011, démontre que la fréquence de la consultation de contenu sur les médias sociaux par groupe d'âge. Alors, la courbe est assez claire. Les petites colonnes, c'est les 65 ans et plus, et les colonnes les plus longues, c'est les 18-24 ans. Et là, vous n'avez même pas les 12-17 ans, qui, eux, je vous passerai les chiffres, mais qui passent jusqu'à 19 heures par semaine sur les médias sociaux. Alors, on ne peut pas passer à côté quand on travaille avec les jeunes à cette réalité-là. Donc, c'est quoi les Auberges du Cœur? Les Auberges du Cœur, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça a été bien présenté par Ariane Aymon dans un livre qu'on a fait à l'occasion de notre 25e anniversaire pour présenter les 29 maisons. C'est 29 maisons d'hébergement communautaire jeunesse qui accueillent des jeunes en difficulté ou sans-abri âgés entre 12 et 30 ans et qui sont volontaires dans leur démarche pour venir chez nous. 29 maisons dans 10 régions du Québec, des maisons pour mineurs 12-17 ans, des maisons pour majeurs 18-30 ans et certaines maisons mineurs majeurs pour des jeunes qui n'ont jamais un plus grand écart d'âge que 7 ans, donc par exemple des 15-20 ans, des maisons des 16-21 ans, qui est d'ailleurs le groupe d'âge qui est le plus représenté dans nos maisons. Ce sont des organismes qui sont autonomes du réseau public, mais qui reçoivent du financement public, notamment par les agences de santé et services sociaux, qui est un financement qui vient du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. On va aussi chercher du financement d'autres sources et aussi du privé. C'est quoi les Auberges du Cœur? C'est un milieu de vie, des lieux d'affiliation sociale, d'appartenance pour les jeunes. On parle des pratiques d'affiliation sociale parce que c'est des jeunes qui sont souvent en rupture sociale. Donc, ce qu'on travaille, c'est comment ce jeune-là, on peut le rattacher à sa société, d'abord reprendre confiance en lui-même, reprendre confiance avec sa famille, avec sa communauté. Qui sont ces jeunes-là? Bien oui, ils en ont plusieurs difficultés, mais on essaie de ne pas les définir par ces difficultés-là. On essaie de les définir par ce qu'ils sont, par le jeune qui rentre chez nous avec ses rêves. Qu'est-ce qu'il veut réaliser? Il va trouver chez nous, oui, un gîte, un toit, un lit, des repas, un accompagnement, un soutien d'intervenant. C'est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, il retrouve là un peu un milieu familial. Et on l'accompagne pour réaliser ses rêves. Il y a des jeunes qui viennent, des fois ils quittent, des fois on est obligé de les mettre dehors. Et ils reviennent, ils continuent, ils font un autre petit bout. Les auberges, ce sont plus de 2500 jeunes hébergés chaque année et plusieurs centaines suivis en post-hébergement. Donc, une fois qu'ils ont quitté ce lien social-là, on tente de le garder avec eux. En plus de l'hébergement, il y a aussi des appartements supervisés, des logements sociaux, des plateaux de travail que les auberges ont développés en périphérie de la maison d'hébergement, qui est effectivement la maison avec, typique, elle a 9 lits, une cuisine, un salon. C'est quelque chose qui
qui recrée la maison qu'on connaît. Des outils communs, pourquoi ils sont ensemble, ces 29 maisons-là? Ils ont développé des outils communs, notamment un plancher commun de code d'éthique qui avait fait quand même sourire Lise qui nous a accompagnés dans la marche, j'en parlerai tout à l'heure, mais parce que un plancher commun de code d'éthique, code et éthique, ça ne va pas toujours ensemble, c'est plus ça pourrait être plus un code de conduite qu'on s'est donné pour tous les intervenants qui s'applique dans la relation d'intervention entre l'intervenant et le jeune. Donc, l'intervenant s'engage à respecter certaines règles de conduite, ne doit pas avoir des liens en dehors du travail, etc. Et ça s'applique dans l'année qui suit la dernière intervention, le dernier soutien que le jeune a eu chez nous. Donc, je ne vous en parle pas de façon au hasard, vous pouvez bien vous en douter, qu'on était ici à l'Institut d'éthique appliquée. On a cet outil-là qui était présent dans nos auberges depuis quand même longtemps, qui est un plancher commun et pour certaines auberges, donc il pouvait avoir des règles qui sont plus sévères. C'est vraiment la base qu'on retrouve dans le plancher commun. Alors, ça s'est fait à l'intérieur du regroupement des auberges du cœur parce que les auberges se sont donné 2 instances nationales. Un regroupement qui travaille sur les représentations politiques auprès du gouvernement, la représentation des droits des jeunes, la vie associative, des échanges d'expertise, un programme de formation en action communautaire autonome qu'on a mis sur pied, et une fondation qui travaille à la collecte de fonds auprès des entreprises et du public. Et toutes les 2 organisations, à notre façon, travaillons sur la notoriété puis faire connaître les auberges du cœur. Alors ça, c'est le contexte particulier organisationnel des auberges du cœur, donc qui sont des organismes communautaires. Et ce que j'ai entendu ce matin, quand même, je pense que ça représente bien, c'est important de bien saisir ce contexte-là, parce que, au regroupement des auberges du cœur, on travaille beaucoup par comité de travail. C'est une obligation pour une auberge de participer au moins à un comité de travail chaque année. Et il y avait un comité, celui qui avait mis sur pied le plancher commun de code d'éthique, qui avait vu arriver cette réalité de l'utilisation des courriels, de l'Internet et de Facebook. Et on avait tenté de commencer à vouloir mettre des règles. Il faudrait qu'on insère ça dans notre plancher commun de code d'éthique. Il faudrait qu'on crée une politique peut-être autour de ça. On ne faisait pas rien que ça dans ce comité-là qui s'appelait le comité évaluation et statistique, là, et ça a pris 3 rencontres à essayer de mettre quelque chose autour de ça. On n'arrivait strictement à rien ou on s'en allait vers une approche très dictatoriale. On va empêcher ça, on va empêcher ça, puis je ne sais pas, instinctivement, moi, je sentais que ça allait nulle part, puis que c'est pas comme ça qu'on arriverait à évoluer autour de cette chose-là. Fait qu'on l'a mis de côté, puis on a dit peut-être qu'on y reviendra, et ça a été ramassé par un autre comité de travail, qui est le comité des intervenants, qui organise à chaque année une journée annuelle, qui fait des réflexions sur l'intervention, et eux, ils ont proposé une autre approche qui était de dire, OK, c'est vrai, il y a ça, les Facebook. Chez nous, toi, chez vous, on parle, dans le comité, ça se met à se parler. Moi, chez vous, Facebook... Oui, on en a un. Nous autres, non, jamais. Nous autres, on ne veut pas de ça. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on serait dû pour avoir un petit portrait de la situation. On va peut-être avoir... Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Alors, en mars 2011, on a fait un portrait de l'utilisation de Facebook dans les auberges du cœur. Je les ai appelées une après l'autre, puis je leur ai demandé quels médias sociaux vous utilisez, qui s'en occupe, à quoi ça sert, pourquoi vous l'avez mis sur pied, vous faites quoi avec... Avez-vous rencontré des difficultés? Et à partir de ce portrait-là, on a appris des choses qui ont été présentées à notre journée des intervenants. Donc là, je vais vous présenter vraiment juste la chronologie, puis je vais revenir sur le contenu du portrait. À la journée des intervenants, où on a à peu près 80 à 100 intervenants qui viennent de partout au Québec pour discuter, on a présenté le portrait, puis dans le portrait, il était ressorti des petites choses qu'on trouvait que c'était « Ah, il y avait des choses bizarres qui se passaient », puis on s'est dit « Je pense qu'on aurait besoin de réfléchir puis de faire discuter les gens. Qu'est-ce qu'ils font avec leur Facebook? » Et puis il y avait, donc on a fait cette discussion-là, puis on va y revenir. Ça aussi, ça va devenir du matériel qu'on va utiliser plus tard. Après cette journée des intervenants-là, on a décidé que dans le plan d'action du regroupement des auberges du cœur pour l'année suivante, on créerait un comité de travail, de réflexion sur les enjeux éthiques de l'utilisation des médias sociaux parce que là, on commençait à voir que oui, il y avait des risques. Et on les voyait, mais ce n'était pas si clair. Puis là, le conseil d'administration, ouais, il y a des enjeux juridiques, il faudrait peut-être que vous nous régliez ça. Fait que
Oui, il faudrait peut-être développer une politique et puis mettre ça clair, là, les affaires. Là, moi, j'avais dit, je ne partirai pas tout seul. J'ai dit, là, on va falloir qu'on ait de l'aide parce qu'on ne peut pas faire cette réflexion-là par nous-mêmes. On n'y arrivera pas. J'ai trop vu ça part dans toutes les directions. Et c'est là qu'on a fait une recherche de ressources et qu'on a eu la chance de croiser l'Institut de développement, ici l'Institut d'éthique appliquée, et Lise Langlois, qui est professeure ici, que vous avez eu l'occasion d'entendre, a offert de nous accompagner comme personnes ressources, et ça gracieusement. Et ça, pour nous, ça a été un moment charnière parce que on sentait qu'elle allait pouvoir nous donner un cadre de réflexion. Et dès le départ, on a dit, on veut mettre en place un comité. C'est avec elle qu'on a décidé quelle sorte de comité on allait mettre en place. Nous, on a des comités de travail déjà existants, puis j'hésitais, je me disais, il me semble que c'est pas sûr que c'est vers ces comités qui existent déjà qu'on devrait faire ça, parce qu'on a voulu créer un comité spécifique à ça, qui allait représenter les différentes réalités et instinctivement les différents participants, tantôt dont on parlait. Et peut-être, on n'est pas allé jusqu'aux les participants, les personnes intéressées, mais quand même, vous allez voir, on va y revenir. De septembre 2011 à mai 2012, le comité a travaillé, a eu 4 rencontres, a fait des focus group, a fait l'analyse des données et a rédigé son rapport qui a été présenté en juin 2012 à l'Assemblée générale du regroupement en présence de tous les directeurs des auberges. Qu'est-ce que nous avait révélé le portrait? Dans quoi on travaillait? En avril 2011, en fait, il y avait 18 auberges qui avaient déjà un Facebook, puis ça totalisait 2386 amis ou j'aime. Si je vous rappelle tantôt le chiffre de 2500 jeunes par année, j'ai dit, ouf, c'est quand même pas un phénomène marginal qu'on a là. On touche du monde là, avec ça. Oui, OK. Donc, il va falloir qu'on commence à y penser. C'est le nombre de jeunes. Alors, dans les faits, il y avait 18 auberges qui avaient un Facebook. Il y en avait qui avaient un profil, comme on a un profil comme individu, là, avec des amis. 4 qui avaient une page, 1 qui avait un groupe, puis 1 au moins qui avait un profil professionnel d'intervenant. C'est-à-dire, moi, je ne l'avais pas trouvé quand je faisais une recherche sur Facebook. Il avait décidé, lui, qui s'appelait, mettons, Maria Tremblay, intervenante au Gîte jeunesse, avait son Facebook, elle, au nom de l'auberge. L'auberge était au courant. Il y avait eu toutes sortes d'aventures à travers les Facebook, des histoires d'un jeune qui avait décidé d'ouvrir un Facebook au nom de l'auberge. Puis là, l'auberge était en train d'essayer de dire, bien écoute, nous, on ne veut pas aller vers ça, fait qu'il faudrait que non, ça ne marchera pas. Puis une autre auberge qui avait accepté quand le jeune avait parti l'affaire, mais personne ne voulait vraiment s'en occuper. Donc, il y avait vraiment de tout, de toutes sortes de situations. Puis pourquoi ils avaient décidé d'avoir un Facebook, les auberges? Bien, parce que les jeunes leur ont demandé, hein, carrément. Bien là, est-ce qu'on peut en avoir un Facebook? Pourquoi vous n'êtes pas à ce Facebook avec nous autres? Envoyez donc. Vous pourriez me passer plein d'informations. Parce que nos anciens résidents, là, c'est des jeunes qui ne sont pas toujours faciles à rejoindre. Ils ont des téléphones cellulaires, comme tout le monde, c'est sûr, mais ça change de numéro, puis ça change d'adresse, puis ça change même d'adresse de courriel. Là, le Facebook, ça, il ne change jamais de ça. Hein? Ça, c'est facile de les rejoindre. Parce que les jeunes demandaient aux inters de devenir amis des Facebook personnels des intervenants. Ils sont sur Facebook, je vais chercher mon inter, ouais, OK, ça serait le fun, je pourrais devenir son ami. Parce que c'était le 20e anniversaire de l'auberge et on voulait rejoindre nos anciens jeunes. Puis, pour faire comme tout le monde, hein, on va en avoir un Facebook, nous autres aussi, on est capables. T'sais. Donc, les objectifs visés par le Facebook étaient vraiment multiples. Garder contact avec les anciens résidents, ça, je parlais tantôt que le post-hébergement est très important chez nous. Le post-hébergement, c'est une pratique qui s'est beaucoup développée dans les 10 dernières années. Ça demande des ressources supplémentaires, donc ça devenait un très bel outil. Donner des informations sur les activités, informer, sensibiliser, éduquer les jeunes sur les différents enjeux sociaux ou politiques. Hein. Tu as de l'information, ça tu postes ici, j'aime ça. Ça peut être très intéressant, un outil de relance auprès des jeunes. Puis, comment tu vas? Est-ce que tu vas venir à la réunion du comité? Faire connaître l'auberge. Faire connaître l'auberge auprès des jeunes. Hein? Si on veut que les jeunes nous trouvent, ils ont besoin de ressources, sont dans le trouble, ils peuvent nous trouver via Facebook ou se faire connaître auprès de nos partenaires, de nos donateurs. Hein? Il y a vraiment plein d'objectifs qu'on peut atteindre avec un Facebook. Et toutes ces réponses peuvent être bonnes pour une seule et même Facebook. Ça va dépendre. Il y a d'autres qui vont dire, bien moi, comme c'est le lien avec les jeunes que je veux, je vais créer un Facebook qui est un groupe Facebook très fermé juste pour mes jeunes.
Ça va être tout. Je ne vais pas inviter personne d'autre parce que je veux protéger, moi, cet espace-là de discussion. Alors qu'il y en a d'autres, ben non, on fait un Facebook large. Et dans mes amis, je vais avoir des des jeunes, des anciens jeunes, des parents, des partenaires du milieu. Pas de problème, très ouvert, on se passe là, tout le monde voit ce qui se passe, puis il n'y en a pas de problème. Il y en a un autre, c'était avec son propre Facebook personnel, elle avait développé tout le lien avec le poste hébergement parce que c'était ça son poste. Des situations, donc, qui étaient ressorties lors de la journée des intervenants, quand on a présenté le portrait avec plus de détails que ce que vous avez là, et on a demandé à des auberges de venir présenter leur expérience. Et là, on a eu des réactions dans la salle. « Oui, mais ça n'a pas de bon sens. On n'a pas de temps sur le plancher avec les jeunes. Puis là, vous avez passé du temps sur Facebook. Comment vous faites? Ça n'a pas de bon sens. » Et là, on a vu qu'il y avait une variété de pratiques dans les auberges. On les a mis dans des situations, par exemple, où on leur a donné une mise en situation suivante. Un jeune quitte l'auberge en mauvais termes avec les intervenants. L'intervenant l'a mis dehors parce qu'il n'a pas respecté un respect. Il a été mis dehors, pas content. Il va sur le Facebook de l'auberge. « Ma gang de 100 cœurs d'intervenants, vous m'avez mis dehors, c'est cœur. » Et là, on avait fait discuter les groupes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous autres, là? Et là, moi, j'animais cet atelier-là, et là, c'était parti. Ah, ben là, c'est bien écœurant, hein? Tu enlèves ça, vite, 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 parce que ça n'a pas d'allure. Puis, tu vois comment les gens vont nous juger, là, si les jeunes viennent nous dire qu'on est des pas bons, tu sais, puis on va avoir l'air de quoi? Et bizarrement, on fait un tour de table pour faire parler tous les intervenants sur cette situation-là. Il y a une des dernières qui parle, elle dit « C'est drôle, moi, je ne le vois pas de même. » Pourquoi ne pas utiliser ce moment-là pour en faire un élément d'intervention? Le jeune, il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il vient de faire. C'est quoi Facebook? Ces jeunes-là utilisent Facebook tous les jours. Est-ce qu'ils comprennent bien ça fait quoi, ce Facebook, dans leur vie et dans la vie de tous les autres? C'est notre responsabilité comme organisme communautaire en jeunesse d'expliquer à ces jeunes-là qu'est-ce qu'ils viennent de faire là. Que tu ne fais pas ça, venir démolir du monde sur Facebook, et que c'est donc une occasion. Et là, tu as vu mon atelier virer de bord au complet. Ah, ouais! Ah, oui, c'est vrai! Ah, boy, c'est vrai! C'est intéressant. D'autres, ah, ben, je te trouve pas mal. Donc, on voyait là tout le sens d'aller sur Facebook. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'il fallait assumer? Donc, on a constaté une variété de pratiques dans les auberges, des motivations différentes selon les auberges, la diversité d'organisation du travail autour de l'utilisation de Facebook. Alors, dans certains cas, comme je vous disais, c'était l'intervenante de post-hébergement tout seul avec sa gang d'anciens, puis elle faisait ça, elle, avec son propre Facebook personnel. On avait l'autre, c'était la directrice de l'auberge qui avait mis ça sur pied, puis elle trouvait ça tripant en bout, puis elle avait mis ça ouvert, très ouvert. Après ça, on avait des fois 2 ou 3 intervenants qui avaient pris la responsabilité. Il y avait une auberge qui avait essayé que toute l'équipe pouvait aller sur le Facebook de la maison. Donc, il y a toutes sortes d'organisations du travail autour de cette utilisation-là. Et des perceptions, comme je vous l'ai montré, positives et négatives face à l'utilisation de Facebook. Par exemple, pour pouvoir suivre ce que font les jeunes. Hein? Nous, on travaille avec des jeunes. Fait que là, les intervenants disaient « C'est super, là. Moi, je peux savoir ce qu'il fait, le jeune. C'est intéressant. Il a fait ci, il a fait ça. Je suis au courant. » Puis là, l'autre dit « Ouais, mais moi, des fois, je ne veux pas le savoir, là, ce qu'il a fait en fin de semaine. Puis quand il s'est pacté la fraise, puis qu'il il met des photos, là, puis qu'il est en train de boire, puis là, je fais quoi, moi, avec ça, là? Je suis mal pris, là. J'interviens-tu? J'ai dit-tu que je l'ai vu? » On ne s'entendait pas toutes, puis il y en a qui disaient « Ben non, il ne faut pas aller voir les Facebook des jeunes parce que c'est leur vie privée, puis il faut leur laisser ça. » Ah oui, la vie privée, on est sur Facebook. En tout cas, on va y revenir, là, mais on continue. Donc, des sentiments de solitude, d'enthousiasme fou, d'engouement, de questionnement, d'inquiétude et d'incertitude. Voilà des perceptions qui ressortaient de ce portrait et de la journée des intervenants. C'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à se dire « Oui, bon, je pense qu'une réflexion éthique, et quand on parlait avec Lise, elle nous disait l'éthique, c'est ce à quoi on fait appel dans les zones où les règles ne nous disent pas tout. Hein? Quand on met des règles en place, on met des balises, mais des fois, les choses, les situations vont au-delà de ça, et l'éthique nous permet de réfléchir au-delà des règles. Il me semble qu'il y a un malaise, là, puis comment on peut le nommer? Donc, je vous dirais que l'arrivée de la personne ressource, je le répéterai jamais assez, ça a été fondamental
pour nous permettre d'évoluer puis de structurer la pensée puis de mettre des mots sur la réalité qu'on vivait. Ça a été majeur. Et la composition du comité. Voyant ce qui s'était passé à la journée des intervenants avec des positions assez campées, puis j'ai dit, il va falloir qu'on crée, puis là, j'avais discuté de ça avec Lise. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses si, tu sais, j'en avais là, qui étaient très, qui sont sur Facebook, qui y croient, puis qui sont bien organisés autour de ça, puis il y en a d'autres qui n'aiment pas beaucoup l'affaire. Donc, j'avais autant des gens qui n'en avaient pas de Facebook que des gens qui en avaient. Puis j'avais des représentants des maisons mineures, des maisons de majeurs, j'avais des intervenants de plancher, j'avais des coordonnatrices, puis ça s'est donné que c'était toutes des femmes, là, des directions. J'aurais réussi à avoir un gars, mais je ne l'avais pas. Mais puis là, pas trop nombreux, parce qu'il fallait qu'on puisse fonctionner. 6 personnes qui allaient avoir aussi une grande qualité dans la vie, l'ouverture d'esprit. Parce que là, on allait être confrontés. On allait se faire confronter parce que là, je voulais qu'ils amènent. Moi, je les avais entendus quand j'avais fait le portrait, fait que je savais qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie. Fait que j'étais obligée, des fois, quand il y avait des échanges, j'ai comme, mais toi, Carole, raconte-nous quand tu fais pas du clavardage avec les jeunes en ligne? Oui, là, elle commence à le dire, puis là, elle sent la pression des autres membres du comité qui lui disent, tu clavardes en ligne avec des jeunes? Bien, c'est parce qu'elle dit, les jeunes, là, elle, puis c'est une maison mineure, elle dit, les jeunes, ils disent des choses là qu'ils ne diraient pas autrement. Elle dit, puis c'est en clavardage, fait que je suis en privé, là, je ne suis pas sur le mur du Facebook. Et là, tu en avais 2 autres dans le comité, là, qui étaient comme, ils n'en revenaient pas, là, qui prenaient ce risque-là, c'était beaucoup trop risqué pour eux. Alors, ce n'est pas évident parce que c'est toute cette gestion-là. La méthodologie qu'on a utilisée avec le comité est en 2 temps. Évidemment, la collecte d'informations et le traitement de l'information. Sur les informations, la collecte d'informations, ce qu'on a vécu à la journée des intervenants, on en avait fait un article dans notre bulletin, on l'avait utilisé. On a créé une grille d'entrevue en vue, évidemment, de faire des focus group. Parce que même si on avait eu du matériel en journée des inters, tantôt, quand on parlait des parties intéressées, on s'est dit, dans les auberges, il y a 3 peut-être catégories de personnes qui sont touchées par ce qui se passe. Les jeunes, les intervenants et la direction. Parce que je vous dirais que ce que j'avais constaté, c'est que les directions, là, ils n'étaient pas si tant au courant, puis pas si tant au fait de tout ce qui se passait dans ce qui touchait le Facebook de leur auberge. Ils faisaient confiance, puis c'est bien correct, hein? Ça permet de faire plein d'innovations dans ce temps-là. Donc, on a fait des focus group à l'automne pour aller valider, mesurer des éléments d'informations qu'on avait. Et à l'hiver, on a analysé le discours en cherchant les convergences, les divergences, puis faire ressortir les risques éthiques. Les risques éthiques. Un concept qui a été donc important pour nous, qui nous a aidés quand je parlais de structurer la pensée, c'est ça, les zones à risque. Ça a été un concept que dès la première rencontre, Lise Langlois nous a présenté et tout au long de la réflexion, on a été autour de ça. Parce qu'on savait, on ne voulait pas tout se baliser, se donner des règles, on voulait essayer de voir, se donner la perspective le plus large possible. Donc, qu'est-ce que c'est une zone grise, une zone à risque? Ce sont des zones grises où les possibilités de conduite à adopter sont multiples. Parce qu'elles ne sont régies par aucune règle ou norme existante, parce qu'il y a des règles et des normes, mais elles sont inadéquates ou incomplètes, sont régies par des normes qui laissent place à l'interprétation, sont régies par plusieurs normes ou valeurs, parfois en conflit. Et ça, on va être souvent confronté à cet aspect-là. Pourquoi travailler les risques éthiques? Parce qu'ils permettent de révéler la possibilité de conduite déviante. Ça fragilise les organisations. Il y a des potentiels de crise derrière ces zones à risque-là, puis il y a le vide au plan des critères organisationnels, d'où la multiplication des conduites. Mais je pense que le fait qu'on parle d'une zone à risque, ça donne quand même le fait qu'on a aussi des zones où tout va bien. Donc, ça nous permettait de nommer ça en étant assez confortable. L'analyse des données a été un très gros défi pour le comité parce qu'on mettait des mots sur une nouvelle réalité, mais c'était aussi très, très riche. Parce que même durant le processus, les membres du comité qui avaient un mandat, au départ, qui était assez, bien, vous pourriez nous faire une politique, tu sais, puis nous sortir ça, puis des règles, puis savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Bien, au fil notamment dans les focus group, on s'est fait dire,
Nous, on n'en veut pas de politique, là. Le regroupement ne va pas venir nous dire tout ce qu'on doit faire, pas faire dans nos auberges, hein. Des directions nous ont dit, là, c'est comme il y a trop d'affaires, puis vous ne viendrez pas. Fait que là, on s'est dit, oh, OK, on ne pourra pas leur encadrer des règles, mais il va falloir qu'on trouve aussi une façon de les alerter, parce qu'il faut qu'ils comprennent que quand même, il y a des risques, mais bon, ils veulent aussi avoir le temps de réfléchir eux autres aussi à l'intérieur de leurs propres organisations. On prend conscience de nos différences, parce que c'est ça une nouveauté dans une vie. Ça peut devenir révélateur de nouveaux... ça devient des révélateurs de nos belles choses, mais aussi parfois de nos contradictions. On a recherché des convergences et ce n'était pas toujours facile. Trouver des consensus. Et là, vous allez voir souvent que dans nos formulations de recommandations, on va parler des fois plus de sensibiliser, réfléchir en groupe, parce qu'on a réalisé, vous verrez que notre rapport n'est pas très vous devriez faire ça, vous devriez faire ça, ça, ça. Il essaie de brosser un tableau global. Et aussi, la difficulté Facebook, parce que ça a été avec ça qu'on a travaillé essentiellement, est en constante évolution. Fait qu'essayer de dire, bien, vous savez, Facebook, tu fais ça de même, puis là, pour le paramétrer, ton compte, tu le fais ça de même. On s'est dit, on va-tu être obligé de faire juste de ça? On ne voulait pas aller dans le technique. On voulait rester dans la réflexion éthique. Donc, c'était un défi. Puis, il fallait tenir compte des différents points de vue selon qu'on était une direction, un intervenant ou un jeune. Pas perdre de vue les 3 points de vue sur la situation qui, pour nous, étaient importants. On aurait pu rajouter les parents. Disons qu'on en a parlé, mais il était comme toujours un peu plus en périphérie. On est moins allé vers ça, mais c'est sûr que les parents des jeunes mineurs sont toujours quand même plus intéressés. C'est un long processus de réflexion. Qui demande de l'ouverture des membres de comité. C'est ce que je donnerais, il faut se donner du temps. Entre chaque réunion, on en a juste eu 4 quand même, mais on voyait une évolution aussi dans les membres du comité qui entre les réunions, on réfléchissait, puis on revenait, puis là, pour arriver à des consensus. Des fois, là, il y a des réunions, on est sortis, là, puis je me disais, non, je pense qu'on n'arrivera pas à s'entendre, là. Je me souviens à Noël, là, je disais, ouh, qu'est-ce qu'on va sortir de là? Et donc, le temps aide. Ce qui se dit au moment de la réunion, ah, là, ça a l'air bien campé, bien cambré. La fois d'après, tout le monde y a réfléchi, tout le monde met de l'eau dans le C20 et ça a fini par marcher. Arrive la rédaction du rapport et là, il y a le défi de créer des ponts. Parce que le public qu'on va atteindre, il y a ceux qui ferment les yeux sur ce qui se passe et ceux qui vont de l'avant. Hein? Il y en a qui savent qu'il y a des choses qui vont, mais ils ferment les yeux, ne veulent pas trop regarder. Il y a ceux qui vont de l'avant, wouhou, c'est le fun, puis on fait ça, puis ça marche, puis c'est très, très fun. Puis il y a ceux qui espèrent que cette réalité-là va disparaître, hein, puis ceux qui peuvent déjà plus s'en passer. Fait que comment on va réussir à rejoindre tout ce monde-là, puis faire que, hein, il y en a qui comprennent rien là, à Facebook, là, ils n'ont pas jamais ouvert ça de leur vie, puis ils veulent pas vraiment entendre parler parce qu'ils disent de toute façon, on n'a pas de temps puis d'énergie à mettre là-dessus, on est déjà débordé dans le travail qu'on fait. Vous n'allez pas nous imposer ça en plus. Fait qu'il fallait comme, mais dire, il y en a, c'est là, nommer sans dicter, bousculer tout en respectant l'autonomie pratique des intervenants et des auberges, accepter de ne pas répondre à tous les besoins et accepter les questions irrésolues ou sans consensus. Il y en a, puis bon, ben c'est ça. C'est pas grave. On est dans un processus. Même que rendre notre rapport public, on a hésité un peu, mais pas trop longtemps. Je me suis dit, bien, c'est pas grave. Nous, ce rapport-là, il n'est pas fini, il est vivant, puis c'est une étape. On est rendu là, donc on va le déposer tel qu'il est là. Alors, les recommandations, en fait, le rapport lui-même, quand est venu le temps de faire des recommandations, vous allez voir, c'est ça, elles sont de tout ordre, mais pas trop prescriptives. Et d'abord, on a dit, on a des questions préalables, des réflexions préalables que les auberges devraient se faire avant de dire on va mettre des règles, puis on va faire quoi? Il y a des questions préalables à se poser par rapport à l'utilisation des médias sociaux. Puis après ça, il y aura des recommandations autour des zones à risque. Donc, les questions préalables, il y en avait 2 principalement. Pourquoi on veut avoir un Facebook dans une auberge? Hein, je vous ai donné les réponses tantôt de ce qu'on m'avait dit. Puis moi, j'avais devant moi, là, quand je présentais devant mon assemblée générale, là, toutes les auberges. Puis là-dedans, là, il y en a qui n'en ont pas puis qui n'en veulent pas. Hein, on se rappelle? Ou il y en a un personnel, mais il n'y en avait certainement pas un dans leur auberge, même s'ils trouvent ça bien, bien le fun, Facebook, pareil. Là. En tout cas. Fait que, puis, quel type de Facebook? On veut-tu un profil, une page, un groupe? Puis on veut-tu qu'il soit de l'auberge ou d'intervenants de l'auberge? Donc, il faut se poser ces questions-là avant de se lancer. Mais des fois, on s'en est déjà lancé, on peut se les poser quand même.
Donc, pourquoi avoir un Facebook pour l'auberge? Bien, le comité a dit, bien, toutes les raisons sont bonnes. Je veux dire, c'est un outil qui est à la fois, c'est pas pour rien qu'il y a 1 milliard de personnes qui sont là-dessus, hein? Il doit comme avoir un petit attrait. Il doit y avoir quelque chose qui se passe là. Alors, on ne peut pas vraiment passer à côté. Toutes les raisons sont bonnes, sauf que quand vous avez des objectifs, disons, de rejoindre les jeunes, parce que c'est un outil des jeunes, on va se mettre là-dessus, puis on va être en lien avec les jeunes, puis ça va être parfait, puis c'est dans la poursuite de notre mission, puis c'est tout à fait normal. Oui, puis en même temps, je veux faire connaître mon auberge, hein, puis sur Facebook, il y en a du monde, je veux faire connaître mon auberge. Puis là, l'exemple que je vous ai donné tantôt d'objectifs contradictoires. Tu veux dire que comment ton auberge est extraordinaire, mais en même temps, des fois, tes jeunes, ils font peut-être pas, comme on disait tout à l'heure, pour un produit. Hein. Si tu vas sur Facebook puis tu mets ton produit en ligne, puis il est bon, mon produit, quand ton client te dit « ça vaut pas de la merde, ton produit », tu fais quoi avec ça? Bien, de la même façon, nous, le jeune, il peut dire ça ne vaut pas grand-chose que vous faites des auberges, hein, ça n'aide même pas, ça ne m'a même pas aidé, vous m'avez même nui dans ma vie. Est-ce qu'on est prêt, nous, à voir ça, puis que des partenaires le voient, puis ça, là, même si tu le fais privé, là, puis tu le fermes, là, ça se peut toujours que ça soit déplacé, puis vu ailleurs. Puis le jeune, s'il te le dit dans ton groupe, il y a bien des chances qu'il l'ait dit dans son Facebook à bien du monde, fait que tu es peut-être mieux de le savoir, puis est-ce que ça vaut la peine de se cacher? Alors, je pense que, mais il faut être conscient puis être prêt à assumer. Parce que le risque, même si tu paramètres bien serré ton affaire puis qu'il n'est jamais nul. Et ça, bien, il faut vivre avec ça quand on décide d'aller sur Facebook. C'est pas vrai que il faut être conscient que c'est public. Et ça, c'est extrêmement important. Quel type de Facebook, profil, page ou groupe? On ne pouvait pas se mettre à donner dans les tenants et aboutissants des différences. On a dit qu'il fallait peut-être juste être conscient que si on a l'objectif d'être en lien avec les jeunes, le profil personnel ou le groupe seraient des options plus efficaces. Tandis que si on veut juste pousser de l'information puis minimiser les échanges, la page est peut-être un choix plus judicieux. Il faut se rappeler que selon Facebook, les organisations ne sont pas supposées d'utiliser la notion de profil, hein, parce qu'il y a un maximum de toute façon d'amis que tu peux avoir. Mais nous, là, on ne dépassera pas le 5000. Fait que, tu sais, une auberge, quand elle va avoir 5000 amis, hein, je pense qu'on va être vraiment pas pire. Mais les interactions, ce n'est pas les mêmes. Et je n'entrerai pas dans le détail de ça. Et on n'est pas rentré dans les détails de ça quand on a présenté non plus. Parce que juste ça peut faire l'objet d'un cours d'une journée de comment, puis pourquoi, puis comment on pose, puis comment on paramètre, puis qu'est-ce que... Et c'est certain que quand on dit que notre rapport ne répondait pas à tous les besoins, bien c'est ça, il ne répond pas à tous les besoins qu'on peut avoir. Et quel type de Facebook, puis de l'auberge ou de l'intervenant, nous, ça nous est apparu important pour le comité de prendre une position claire sur cette affaire-là parce que nous, on a vu des dérives possibles. Maria Tremblay du Gîte Jeunesse, qui est intervenante puis qui a un Facebook au nom de Maria Tremblay du Gîte Jeunesse, est-ce que c'est la meilleure façon d'être sur Facebook? On pense que non. Parce que Maria Tremblay, un jour, elle ne sera plus à Gîte Jeunesse, elle va faire autre chose dans sa vie. Alors, tous les liens qu'elle va avoir créés avec Facebook, qui va les ramasser? Maria Tremblay, c'est quand elle a son mot de passe, hein, puis même si c'est au nom du Gîte Jeunesse, est-ce qu'elle va le donner, son mot de passe, à quelqu'un d'autre? Il est personnalisé, oui, mais c'est bien mieux pour entrer avec le jeune en contact, tu comprends? C'est moi, là, comme intervenante, ça va être bien plus fort, là. Oui, mais c'est parce que Maria, tu ne seras pas là toute ta vie. Puis, à quelque part, est-ce qu'elle pourrait perdre un peu de vue la responsabilité collective hein, derrière un Facebook? Ce n'est pas la responsabilité de Maria Tremblay. Oui, elle doit agir de façon responsable à l'intérieur de ses actions, mais c'est le Facebook de l'organisation, c'est le lien entre le jeune et l'organisation. Oui, c'est important le lien avec l'intervenant, on ne dira jamais le contraire, on travaille toujours là-dessus, le lien de confiance et tout ça, mais faisons attention. Ça fait des rapports personnalisés qui sont facilités, puis là, on pourrait tomber dans des échanges peut-être qui pourraient... Donc, ça fragilise. Et nous autres, on s'est dit, c'est pas souhaitable. En plus, le risque de travail 24 heures sur 24, on ne décroche pas. Hein, on se branche sur son Facebook perso. Ah, ben, je vais aller faire un petit tour sur mon Facebook professionnel, voir si les jeunes, là, c'est parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller. Les questions préalables aussi qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on communique? Qui s'en occupe? À quelle fréquence? Quel temps consacré à l'outil versus la présence sur le plancher? Toutes des questions extrêmement importantes qui sont ressorties, que les gens nous ont amenées. Quelle place dans les réunions d'équipe?
Il y a des endroits, là, on n'en parlait jamais de ça. Une petite question super simple. On n'est jamais arrivé à avoir un consensus dans l'auberge. Est-ce qu'on peut demander à un jeune de devenir ami du Facebook de l'auberge? Tu sais, t'es là. Ah, oh, j'ai retrouvé un tel. Peux-tu demander de devenir mon ami, l'ami du. Oui, mais il y avait deux positions. Un côté de la gang disait non, 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 là, tu sais, le jeune, il faut que tu lui laisses sa vie privée. S'il veut devenir en lien avec toi, il va te trouver. Inquiète-toi pas. Dis-lui verbalement, on a un Facebook si tu veux devenir ami. Mais puis l'autre disait, ben voyons, je vais juste lui demander d'être ami Facebook. Il peut bien refuser, c'est pas grave, là. Une niaiserie, là, pas capable de s'entendre dans le comité. J'ai dit, ben écoute, on ne s'entendra pas, puis on va lui dire qu'on ne s'entend pas, puis continuer d'y réfléchir. Quand on sera capable, on trouvera bien une façon de s'entendre. Donc, c'est ça aussi. C'est quand on rentre là-dedans, on accepte qu'il va falloir se poser ce genre de questions non-notes qui a l'air si simple que tu te dis, bien, à un moment donné, on va prendre position. De toute façon, je me dis, une fois que tu as un Facebook, que tu fais des demandes d'amis. Mais en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Les recommandations sont autour de 4 zones à risque qu'on a identifiées. Il y aurait pu en avoir une seule, puis elle aurait pu s'appeler l'intervention, évidemment. Mais bon, on en avait 12 à un moment donné, on en est revenu à 4. La première, la gestion et la responsabilité de l'auberge. Ça nous paraissait quand même peut-être la deuxième plus importante, si ce n'est pas la première. La limite entre vie personnelle et vie professionnelle, la vie privée, la confidentialité et l'intervention. Gestion et responsabilité de l'auberge, ce qui a été clair pour l'auberge, c'est qu'il serait préférable que plus d'une personne ait la responsabilité du Facebook dans une auberge. Que ça relève d'une seule personne, ça crée vraiment beaucoup de pression sur cette personne-là et elle se sent une grosse responsabilité. C'est ce qu'on a entendu dans les focus group qu'on a entendu. Donc, est-ce que ça ne peut pas être envisageable que ça soit une responsabilité partagée? Il y a une auberge qui, à un moment donné, toute l'équipe pouvait aller sur Facebook. Puis là, ils ont trouvé qu'ils ont un petit peu perdu le contrôle, fait qu'ils ont réduit ça à 3 personnes. Donc, il y a moyen peut-être de s'entendre. Assurer la supervision des interventions faites dans les médias sociaux, que ça soit discuté en réunion d'équipe, que l'accès au mot de passe ne soit pas juste à la personne qui le fait, mais que le directeur, ça a l'air niaiseux, là, mais les petits détails de même que, c'est toujours la même personne, fait que c'est juste elle qui a le mot de passe, puis c'est juste de même. Clarifier la description de tâches. L'objectif du travail, c'est quoi? Pourquoi on a un Facebook? Puis qu'est-ce qui va arriver? Quel temps on y dévolue? Ça a l'air niaiseux, hein? Mais les intervenants sont sur des corps de travail. Ils ont tant d'heures. Il faut qu'ils fassent des rencontres individuelles, des rencontres avec les jeunes. C'est-tu 5? C'est-tu 10? Parce que même, il y en a plein qui m'ont dit « Oh, Isabelle, ça, c'est 5 minutes par-ci, par-là. Là, c'est pas tant de travail. » Moi, j'ai toujours beaucoup de doutes sur les gens qui me disent que les choses prennent 5 minutes. Mais bon, je les crois quand même, c'est ça qu'ils m'ont dit. Donc, jusqu'où? Hein, c'est le temps, c'est une réflexion, puis c'est une responsabilité pas de l'individu, pas de l'intervenant, c'est l'organisation qui doit décider. Parce qu'on pourrait y passer une journée entière par semaine sur Facebook, c'est certain. Il y en a même qui nous diraient qu'ils pourraient passer un poste à temps plein pour être en lien avec les jeunes. Sensibiliser, former le personnel pour limiter l'accès des profils personnels Facebook des intervenants. On dit dans notre plancher commun de code éthique qu'on doit limiter les liens entre toi comme individu, puis ta vie à la maison. Oui, tu peux partager des expériences que tu as vues dans ta vie avec le jeune et tout ça, mais ce qui se passe chez vous puis ce qui se passe à la maison, tu essaies quand même de faire une ligne. Alors, qu'est-ce que tu mets sur ton Facebook personnel, puis est-ce que c'est accessible? Hein? Toutes tes photos de quand tu es allé en voyage, oui, ton bébé, c'est le fun, tout le monde le voit. Quand tu étais en party avec tes amis, puis alors, ton profil, est-tu sécurisé ou tout le monde peut voir tout? Ça, c'est important parce que cette distance-là, les jeunes, ils sont là-dessus, ils vont te trouver, puis ils vont y trouver tes photos de party. C'est comme écrit dans le ciel. Puis les membres du comité ont fait plusieurs tests avec des membres de leurs équipes qui disaient « Non, non, moi, mon Facebook, je te dis, il n'y a personne qui peut voir ça. » Puis dans beaucoup de cas, les photos, tout était disponible, pas juste pour tes amis, mais pour le public. C'est sûr que c'est des choses dont on entend de plus en plus parler, mais quand même, ça reste. Et là, il y a toute la question, est-ce que tu peux, comme gestionnaire, aller vérifier ça? Hein, est-ce que tu peux obliger? On a parlé de sensibiliser et former, mais on n'a pas dit qu'on obligeait des intervenants, des auberges-cœurs à fermer leur profil Facebook. Est-ce qu'on a le droit, nous, d'aller jusque-là dans notre façon de... On a un droit d'exercer une censure sur le Facebook de l'auberge. Hein, tantôt, on en a parlé, puis ça fait déjà partie de notre plancher commun de code éthique. On n'accepte pas les propos haineux, homophobes, sexistes, donc on pourrait agir et puis on peut l'annoncer sur notre page. Les équipes doivent se questionner sur les limites d'acceptabilité de leur auberge pour des propos sur leur Facebook.
Parce que toutes les équipes, selon la culture de chacune, des fois, ils vont dire, ben, un jeune qui me dit, vous êtes gang de caves, c'est pas grave, là, regarde, on passe à d'autres choses. Il y en a d'autres qui disent, hey, non, ça, c'est vraiment pas acceptable. On enlève ça, ça n'a pas d'allure. Donc, ayez la discussion, parce qu'à un moment donné, ça va se produire, c'est certain. Sensibiliser l'équipe sur les dérives possibles de Facebook. En effet, la perte de temps en soi, le voyeurisme, la vie personnelle exposée, il y en a des risques à Facebook et il faut les connaître. Et je pense que c'est la responsabilité des organisations en partie, c'est sûr, les individus aussi ont une responsabilité de s'informer, mais aussi les organisations d'aider leur personnel dans ça, surtout quand on décide de l'avoir. La question est résolue, dont j'ai déjà parlé, l'idée d'aller voir les profils Facebook des jeunes. On travaille avec ces jeunes-là, on veut les aider, on veut jusqu'où on peut aller. On n'a pas été capable de s'entendre. Il y en a qui disaient oui, c'est correct qu'on y aille. Il y en a qui disaient non, il ne faut pas y aller. On s'est dit peut-être qu'il faut se dire, est-ce que regarder le profil Facebook du jeune peut te donner un plus dans l'intervention auprès du jeune? Est-ce qu'il y aurait d'autres façons d'aller chercher cette information-là? On ne veut pas que ça devienne un outil de contrôle. Hein? Il y a ça aussi. Est-ce qu'on va se mettre à avoir un outil de contrôle avec le jeune? Mais il y en a qui se mettent dans le trouble. Le jeune, il était dans son appartement supervisé, il a fait un gros party, il n'est pas supposé, il a mis ses photos sur son Facebook, l'intervenant est tombé dessus. Qu'est-ce qu'il ben là, il a bien fallu. Regarde bien, tu as mis tes photos, je l'ai su. Je vais saisir, mais je ne veux pas que ça serve à ça. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, pourquoi j'ai un Facebook? Limite vie personnelle, vie professionnelle. On le sait, Facebook vient de mettre la hache entre la vie privée et la vie publique. Il est en train de tout redéfinir. Donc, il faut aussi, là aussi, établir une balise claire en interdisant aux intervenants d'être amis Facebook avec les jeunes par le biais de leur profil personnel Facebook. Pour nous, c'est à peu près la seule règle claire qu'on a dit. Un intervenant avec son Facebook personnel ne devrait jamais être ami directement avec un jeune. Sensibiliser les intervenants des risques d'être ami Facebook du profil de l'auberge, ça c'est autre chose. Parce qu'avec ton Facebook, tu peux être ami du profil de l'auberge. Si tu fais ça, bien, si tes photos sont visibles aux amis de tes amis, bien là, les jeunes vont y voir. Donc, il faut que tu sois conscient de ça. Sensibiliser les intervenants à l'équilibre travail-vie personnelle. Exemple, nécessité de décrocher du Facebook de l'auberge, parce que même si, quand tu es à l'auberge, tu es dans les murs. Quand tu rentres chez vous, tu es chez vous. Mais là, j'ai pas regardé le Facebook. J'ai oublié de regarder le Facebook de l'auberge. Je fais chez nous, je vais ouvrir. Ben oui, je lis le mot de passe. Je vais aller juste voir si tout va bien. Faire attention, ne pas utiliser des profils Facebook professionnels d'intervenants, on en a déjà parlé. Vie privée et confidentialité, on a des règles très claires dans les auberges sur la protection de la confidentialité des renseignements sur les jeunes. On ne les donne même pas aux parents. Alors, on peut-tu faire les mêmes parallèles? Des fois, on a des règles qui existent déjà, on peut les transférer dans l'application Facebook, c'est ce qu'on dit. Et une chose un peu particulière, c'est la question des photos. Hein? C'est beaucoup, ce Facebook, c'est un échange de photos et tout ça. Et je vous dirais, ça, c'est sorti du focus group des jeunes qui ont dit, on pense qu'il faut avoir un consentement écrit, précis par événement. J'ai pris mes photos de cabane à sucre, bien, je demande à tout le monde s'ils sont d'accord que les photos de cabane à sucre vont être sur le Facebook de l'auberge. C'est correct? Parce qu'il y a des fois que les jeunes ont le goût d'être pris en photo, mais des fois, ils n'ont pas le goût qu'on utilise leur image. Alors, attention à ça. L'intervention de la zone à risque la plus importante qui a suscité le plus de débats, une occasion unique de discuter du sens de ce que les auberges font avec les jeunes, mais des questions sensibles, il y en a eu. Qu'est-ce qu'une intervention? Quand est-ce qu'elle commence puis quand est-ce qu'elle finit? Peut-on communiquer sans crainte par la messagerie Facebook ou par clavardage avec un jeune? Donc, c'est quoi une intervention? Écrire « Joyeux anniversaire » sur le Facebook du jeune, c'est une intervention, ça? Aller demander comment il va, le féliciter quand il y a eu une nouvelle job qu'il a annoncée sur le Facebook. C'est quand que ça finit puis c'est quand que ça commence? Je vous dirais que la notion, en fait, quand les réflexions ont amené à dire que tout est de l'intervention. Sauf que, comment on va cadrer ça? Bien, on va dire, bien définir en équipe jusqu'où peut aller l'intervention sur les médias sociaux. Les interventions visant à garder le contact avec le jeune comportent peu de risques. Il en comporte probablement, mais il en comporte moins, hein, ce que je vous ai donné comme exemple. Il reste qu'en cas de crise, on a décidé que la formulation suivante, contre laquelle on est assez fiers, on y a travaillé fort, Lise elle nous a sorti du pétrin, à ce moment-là, on n'était plus capable. En cas de crise, laissez au jugement professionnel de l'intervenant la meilleure intervention à faire. Garder des traces écrites, inviter les intervenants à la plus grande prudence lors de situations sensibles. C'est quoi une situation sensible? Bien, je ne sais pas. Le jeune t'interpelle,
il fait un appel à l'aide sur la... Je ne vais pas bien, je vais me suicider. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où je vais? Quand est-ce que je considère que l'appel est vrai? Puis là, il a peut-être été posté il y a 10 minutes, mais il a peut-être été posté il y a 3 heures. Quand est-ce que j'interviens? Il faut y penser à ça. Et des situations plus sensibles, je ne sais pas. Le jeune, il t'interpelle dans la messagerie. Ça va toujours pas bien avec mon père, je me sens encore chicanée. Bon, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu es sûr que c'est le jeune qui est à l'autre bout? Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il est en train de te mener en bateau? Est-ce que c'est le parent qui est en train de te tester pour voir ce que tu dis? Il y a toutes sortes de dangers qu'il faut se questionner et on ne peut pas aller trop loin. C'est pour ça aussi qu'on a la position de dire qu'il faut une position claire dans le processus de gestion de crise et qu'il faut mettre un avertissement sur le Facebook disant qu'aucune intervention professionnelle ne sera faite par le biais de Facebook. On le sait dans le fait que ce n'est pas tout à fait vrai, là, mais les jeunes qui ressentent le besoin d'interpeller un intervenant de l'auberge sont fortement invités à téléphoner à l'auberge ou à s'y présenter compte tenu des limites que comportent les médias électroniques dans le cadre de la relation d'aide. Alors, je vous dirais que la notion de relation d'aide a été comme le cadre pour se dire, quand on tombe dans la relation d'aide, peut-être qu'on ne devrait plus être sur Facebook. Bien qu'il y en a qui pensent que peut-être que l'intervention va se faire à plus ou moins court terme, d'ici 10-15 ans, sur Facebook. Mais ça, qui sait? En tout cas, nous, on pense que pour l'instant, les gens étaient avaient très peur de ça. Rappelez l'importance du jugement professionnel dans les interventions par le biais des médias sociaux. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et on est dans un outil public, je vous le rappelle, qui appartient tout à Facebook. Ils sont propriétaires de tout, je peux rentrer là-dedans. Entamer la réflexion avec les jeunes de l'auberge. Et là, je pense que c'est aussi ça qu'on voulait remettre un peu de pouvoir dans la... Il faut parler avec les jeunes de ce qu'ils vivent. C'est un outil d'intervention. C'est notre responsabilité, cette réalité-là, c'est une nouvelle réalité de jeunes. Il faut s'en occuper. Parlez-en avec les jeunes, créer des formations pour les jeunes, réfléchir en équipe sur la possibilité que l'auberge aille écrire sur le mur du jeune. Tous ces enjeux-là, on n'est pas sûr. Bien, parlons-en avec les jeunes, puis essayons de voir et apprenons mieux ensemble c'est quoi les enjeux de Facebook. J'ai presque fini les étapes à venir. On devait, cette année, dans notre plan d'action, la suite du travail du comité, c'était d'évaluer l'impact de notre rapport. On n'a pas eu le temps, compte tenu de d'autres priorités, de se lancer, mais on espère pouvoir le faire d'ici juin, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que ça a eu comme impact, ce rapport-là, sur les auberges. Est-ce qu'ils ont changé des choses? Est-ce qu'ils ont adopté des politiques? Ils sont-ils prêts à en adopter une, peut-être une politique pour l'ensemble? Est-ce qu'ils ont eu le temps de le digérer? Ils l'ont-tu juste tabletté? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Donc, je dirais que c'est vers ça qu'il nous reste. Le comité devrait se rencontrer, j'espère, d'ici les prochaines semaines. Et on pourra voir les besoins aussi de balises communes. En conclusion, je vous dirais que, compte tenu de toute cette réalité-là, notre objectif, c'est de le partager cette réflexion-là, partager ce rapport-là, utilisez-le, critiquez-le, prenez-le. Parce que pour le défi d'évoluer avec les jeunes, on l'a, nous, dans les auberges cœurs, mais je pense que c'est un enjeu social là, auquel on est confronté. Il faut réfléchir pour mieux agir et partager la réflexion le plus largement possible. Je pense que c'est ça l'objectif.